ce qui est de la Belgique, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un problème de la Belgique, c'est un problème mondial. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir, donc ce n'est pas une question locale, localement. Bientôt, qu'est-ce qui va se passer? On va apprendre dans les nouvelles. Les bourses, les banques ont craché. Et qu'est-ce qui va se faire? Eh ben, tous ceux les communes qui ont investi dans les banques, eh ben, vont se retrouver du jour au lendemain en faillite. Mais c'est voulu, parce que les gens qui utilisent, les satanistes qui n'ont pas de scrupules, eux veulent justement que ça s'écroule parce qu'une guerre est bonne pour eux. Ça fait refaire l'économie. Donc, mais l'essentiel, nous, comme je t'ai dit, la politique, on la jette à la poubelle. La démocratie, on la jette à la poubelle. La laïcité, on la jette à la poubelle. On va pas se casser la tête avec ça. Nous, ce qu'on fait, on se désavoue de ce système-là. On sait que ça va s'écrouler parce que tout ce qui est basé sur le faux s'écroule. Et on travaille sur le système islamique, c'est-à-dire stopper le nationalisme entre nous et revenir sur l'unicité de Dieu. C'est ça notre devise. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sensibilisés par notre action parce qu'ils comprennent que c'est la solution. Je sais pas si tu vois. Mais la faillite, elle est voulue et on va s'écrouler. Parce que tout ce qui est basé sur le faux va s'écrouler. Je sais pas si tu vois. Une grosse partie des villes en Belgique et en France sont faillites. Ils ont fait des emprunts spéculatifs, la bourse et tout. Et maintenant, le quotidien des gens, ça va aller où? Qu'est-ce que les gens vont devenir? Est-ce que la démocratie peut encore nous apporter des solutions? Mais là, on a presque 2 ans sans gouvernement. Et puis, est-ce que sans gouvernement, est-ce que les gens vivaient, oui ou non? Le problème, parce que finalement, c'est les mosquées devraient faire un beaucoup plus gros travail qu'ils ne font. Mais non, les mosquées, c'est juste une demi-heure avant l'après, une demi-heure après, c'est tout. Où elle aide pour les pauvres toute l'année. Pendant Ramadan, c'est extraordinaire. Ils donnent un merveilleux repas, mais toute l'année, la récolte des vêtements, la donation de la nourriture. Leur terre, ils donnent dans les squats pleins d'amiante. Est-ce que vous collaborez avec le système saoudien? Non. Pas que l'Arabie saoudite est trop riche. Non, comme on a dit, c'est la cathédrale de Bruxelles. Après la basilique de Kuckelberg, nous avons le centre islamique. Est-ce que vous trouvez normal que pour aller se marier islamiquement, il faut donner 50 €? Pour aller faire un acte halal, il faut donner 50 €. Chez nous, c'est gratuit. Mon frère, c'est gratuit dans le tribunal islamique. Et nos frères, surtout sans papier. Comment est-ce qu'ils se marient? Parce que tu vas te marier à la commune, pour après te marier islamiquement et donner 50 €. Et ces gens, comme Khalil et tout, ils grandissent, ils grossissent, mais le résultat pour les gens, il est où, concrètement? La plupart de l'année, la mosquée, pour l'instant, est fermée. Nous avons dénoncé ça devant l'ambassade marocaine. Nous avons dénoncé la torture. La torture et pour évidemment les prisonniers musulmans ici. Qu'est-ce qu'il faut leur donner à ces jeunes? C'est la spiritualité, la religion. Parce que encore une fois, nous montrons la faille du système pénitentiaire belge. On prend des gens, on les met dans une cellule, ils peuvent fumer de la drogue, ils peuvent regarder la télévision et puis on les relâche. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs ou bien pires qu'avant qu'ils sont rentrés? Malheureusement, donc il faudrait vraiment... Le pain, ils ont, mais c'est une éducation islamique qu'il le faut. Un emprisonnement qui dure 10 ou 20 ans, c'est inhumain ça. C'est pire qu'un peine de mort ça. Ces prisonniers se fait plus. C'est scandaleux que le cœur de l'Europe, qui se dit démocrate, les socialistes, ils sont ici, il y a des repos, et tout le pseudo-socialisme. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé beaucoup trop longtemps aux chrétiens le monopole de tout ce qui est générosité. Et maintenant, on s'est dit, comme un imam nous a dit, nous, on veut des musulmans actifs, qui bougent. On en a marre des discours, il faut être généreux ici, maintenant on agit. Ça fait 22 semaines qu'on est là et on essaie d'être constant. On prend 10 plats, on les prépare et on les donne. Et donc ce que je veux rajouter, c'est qu'en plus c'est ouvert à tout le monde, on n'est pas sectaire, musulmans, non musulmans, des gitans, du tout. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Personnalité incontournable de l'islam et de la vie politique du Nord-Pas-de-Calais, il a 1 an auparavant créé la polémique en appelant à un vote musulman à l'occasion des élections législatives. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais simplement, en tant que maire de Lille, vous dire le plaisir de vous accueillir ici pour cette 2e rencontre annuelle des musulmans du Nord. C'était à Roubaix l'année dernière, c'est aujourd'hui à Lille. Et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce grand palais. Je voudrais aussi vous dire que ma conviction, c'est qu'il y a dans notre République la place ici pour tous ceux qui croient, comme pour tous ceux qui ne croient pas. Il y a la place en France pour un islam à la fois généreux, tolérant et ouvert, dont vous êtes les garants.
Et c'est pour cela que je me réjouis de votre présence ici à Lille. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a ensuite un débat démocratique et je salue la Ligue islamique du Nord qui a bien voulu organiser ces journées. Merci encore et bienvenue à Lille. Merci Madame le maire. Sur la question, la décision qui a été prise par le Parti socialiste de réserver, il n'y a pas d'autre mot, des places sur les listes régionales à la communauté maghrébine, je ne sais pas quel mot, à deuxième génération, enfin je ne sais pas comment, je veux dire philosophiquement c'est pas quelque chose qui me convient, quoi. Ça veut dire que tous les citoyens ne sont pas égaux et donc déjà ça me pose un souci. Cela dit, la réalité aujourd'hui politique de ce pays, Bah, écoutez, moi, ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. politique de ce pays, c'est que sans doute les gens qui souffrent le plus, hein, les problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sociaux sont concentrés sur cette population, ne sont pas représentés politiquement. Et donc, on prend une décision, ça s'appelle un quota, je n'aime pas ce mot. Moi, ce que j'espère, c'est que ça dure 10, 15 ans, et qu'après, on n'a plus besoin de ça, quoi. Qu'après, ces gens-là, d'abord, ils investissent les partis politiques. Et moi, je les invite vraiment à investir le Parti socialiste, parce qu'ils contribueront à le changer, à le faire évoluer. Il en a besoin, hein, il est comme tout le monde, il a besoin de retourner un peu à la réalité des quartiers, que je pense qu'on connaît tous mal, même ceux qui y travaillent comme moi. Hein. Et donc, que ces gens-là, c'est bien qu'il y ait des élus régionaux, c'est important, ça peut aider à faire entendre, mais ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur des espaces démocratiques de cette société, ces gens-là, ça investissent tous ces lieux. Parce qu'ils sont pour moi des citoyens comme les autres, et comme ils souffrent plus que d'autres, on a besoin d'entendre leur voix, on a besoin qu'ils nous racontent leur vie. Comme ça, je pense qu'un certain nombre de décisions arrêtons d'être prises. Parce que si on parle, par exemple, la politique de la ville depuis 20 ans, c'est une sacrée connerie, quoi, entre nous, c'est une sacrée connerie. Quand est-ce qu'on va s'occuper des hommes et des femmes qu'il y a là-dedans, quoi ? Après, on verra si on s'occupe des murs. D'ailleurs, peut-être qu'ils s'en occuperont eux-mêmes des murs. Si on était capable de leur donner les éléments sociaux, la vie, le salaire d'abord, le revenu, hein, qui leur permettrait d'être des acteurs de leur quartier. Alors, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on prenne des décisions comme ça. Quand on a un souhait, il faut se donner les moyens. C'est pas l'idéal, mais que ces gens-là investissent le Parti socialiste et tous les espaces démocratiques d'ailleurs. Et je pense qu'ils ont le droit d'avoir leurs opinions, mais qu'ils investissent la démocratie. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, et je pense qu'ils vivent le libéralisme autrement encore que nous, parce que ça ajoute des choses, ça ajoute quand même, la société française va mal de ce point de vue, quoi. Le racisme continue à progresser et c'est insupportable. Franchement, moi, c'est bien qu'on ait pris cette décision, même si c'est pas simple à mettre en place, je le dis, parce qu'on a toujours peur du communautarisme, quelque part, même si c'est autre chose qu'on recherche. Moi, c'est la représentation sociale que je mettrai en place en région Picardie pour que ces gens-là soient représentés autrement. L'extrême droite, dans sa tradition raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, a décidé sur Internet de changer mon prénom. Et donc, Benoît Hamon s'est transformé, et je veux les remercier, c'est un très joli prénom, hein, en Bilal Hamon. Dans leurs yeux, moi je suis fier qu'ils m'appellent Bilal. Et je serai fier aussi qu'ils m'appellent Élie, David, peu importe. Mais tous ces noms qu'ils détestent, eux les antisémites, eux les racistes, à qui nous ne laisserons ni la France, ni la... Comment éviter l'amalgame entre islam et terrorisme. Ils veulent aussi alerter sur les risques d'amalgame. Nourrir des angoisses qui mélangent tout. Je vous dis encore une fois, quand on observe ce qui se passe sur la toile, on se rend compte qu'il y a des milieux soufis, néo-soufis, justement qu'il y a justement ce milieu de jeunes filles qui se mettent à diversifier leur manière de porter le voile. Monsieur Doumbia. Oui, le porte-parole de Mahomet dont il parle, il s'appelle Bilal, il faut dire son nom. Ce n'est pas un porte-parole, c'était un de ses compagnons de combat. C'était un porte-parole puisque c'était le musicien, et tout se passait dans les mosquées. Et quand le prophète avait un message à transmettre, c'est Bilal qui appelait les gens. C'est pourquoi je l'appelle
porte-parole. C'était un compagnon, bien sûr. Voilà. Très bien. C'est donc si le premier égir a pu être fait en direction de l'Éthiopie, c'est grâce au pouvoir de Bilal. Bilal, on n'a pas rendu justice à Bilal, on ne dit pas la vérité sur lui. Si Bilal n'était pas avec Mahomet, jamais le premier égir n'aurait eu lieu en Éthiopie. C'est parce qu'il est noir, parce qu'il est éthiopien d'origine. Et si le deuxième égir a eu lieu à Yatrib, c'est-à-dire à Médine, c'est toujours grâce à Bilal. C'est toujours grâce à Sadia, qui est une femme qui faisait partie du groupe, à Moussaïlama et à El Aswad, qui étaient également des compagnons de lutte de Mahomet, mais dont les Arabes ne parlent pas par la suite. Et à Médine, il y avait 6 communautés, 3 juifs, 3 noirs. Les communautés noires étaient les plus importantes. Voilà pourquoi Médine a pu recevoir Mahomet et ses compagnons. Donc on ne dit pas, ils ne disent pas la vérité. Musulmans sur votre liste. Eh ben monsieur, si vous pensez ça, vous avez raison. Mais monsieur, venez voir. Venez voir. J'en ai discuté avec le lecteur David. Ça, c'est quoi? C'est un intégriste musulman. Bougez pas de là. Bougez pas 2 secondes. Le lit d'Ab la couche. Monsieur, une personne qui porte une kippa est un intégriste juif? Absolument. D'accord. Absolument. Vous, votre chapeau, c'est quoi? Ah non, madame, ça n'a rien à voir. C'est pour me protéger de la pluie. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir. C'est une intégriste musulmane. C'est une C'est moi l'intégriste? Ce monsieur, il dit que cette personne qui est là est une intégriste musulmane. Non, je suis française. Chat, vous n'avez plus le choix, vous prenez le bateau ou vous mangez un thé. J'installe une parabole et... Qui est là est une intégriste musulmane. Non, je suis française. Non, maintenant vous lui dites en face. Je dis en face, je suis une intégriste musulmane. C'est quoi la définition de l'intégriste? Vous connaissez sa vie? Les victimes de l'intégrisme ne sont pas que les femmes. Moi, je me rappelle que pendant les années rouges ou noires, c'est-à-dire les années 90 en Algérie, je me rappelle que dans les couples, il y avait beaucoup d'hommes qui ne pouvaient même pas marcher à côté de leur compagne ou à côté de leur femme parce qu'elles ne portaient pas le foulard ou parce qu'elles refusaient de le porter, ou bien eux-mêmes, ils ne pouvaient pas supporter de voir leur femme soumise à des voyous, comme ils le disaient. Mon frère faisait partie de ces personnes-là. Il nous disait, j'espère que ce ne sont pas ces voyous qui vont vous imposer votre façon de vous habiller, ni une habitude vestimentaire qu'on ne connaît pas. Donc, les hommes aussi, ils ont subi. Je pense que peut-être ils ont été moins visibles dans cette lutte, mais il faut dire qu'en Algérie, quand même, il y a un très, très grand nombre d'intellectuels et d'hommes qui ont été assassinés justement parce qu'ils n'épousaient pas ce projet obscurantiste, parce qu'ils ne supportaient pas de voir leurs femmes soumises à un dictat islamiste, parce qu'ils avaient une opinion autre que celle des islamistes, parce qu'en général, ils se prononçaient aussi contre ce projet obscurantiste, et parce qu'ils soutenaient leurs femmes, et les femmes en général, dans leur lutte contre l'intégrisme religieux qui avait pignon sur rue et qui obligeait les femmes à se voiler, à quitter leur travail, à quitter l'université. Et je peux vous dire aussi que à l'époque, aussi bien les hommes que les femmes, en allant à l'université, surtout les hommes, portaient des couffins. C'est pour donner l'impression qu'ils allaient au marché et non pas à l'université. Et je peux vous dire que le plus grand nombre de personnes qui portaient les cartables, c'était des femmes. Donc les femmes n'ont pas, dans leur majorité, n'ont pas quitté leur cartable pour se rendre à l'université et sur les lieux de savoir, et que les hommes, dans leur majorité, prenaient le couffin afin d'éviter d'être assassinés sur la route de l'université ou sur la route du lieu de savoir. Qui est là est une intégriste musulmane. Non, je suis française. Non, maintenant vous lui dites en face. Je dis en face, je suis une intégriste musulmane. C'est quoi la définition de l'intégriste? Vous connaissez sa vie? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est une personne? Non, il n'y a pas de mais. Monsieur, est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne la connais pas. Donc pourquoi, de quel droit dites-vous? Est-ce que moi, je ne voterai jamais pour des intégristes de toute nature. Qu'est-ce qui vous permet de dire que cette personne est une intégriste? Absolument, parce que le fait, écoutez, le fait de porter le voile de cette façon-là, d'accord. Ce sont le fait de porter la moustache de cette façon-là fait de vous un colonialiste. Dry eye, 90 Gramm Butter.
Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Alors arrêtez de raconter vos bêtises. Non, c'est vous qui racontez des bêtises, monsieur. Arrêtez de raconter vos bêtises. Ne vous inquiétez pas, ça y est, des gens comme ça qu'après, eh bien tout le monde sera voilé, vous inquiétez pas. Moi je suis voilée et fière, d'accord. Eh bien moi j'en suis pas fier. Eh bien j'espère que des gens comme vous, on les renverra en Arabie Saoudite. Qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Vous voulez renvoyer les Français en Arabie Saoudite? Je suis née en France et je suis française. Et il faut vous le mettre dans la tête. Vous avez votre moustache et j'ai mon voile. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir, madame. Non, ça c'est un signe d'intégrisme religieux. C'est personnel, monsieur. C'est faux. C'est des propos que vous dites qui sont... Bien sûr. C'est faux. Pas de vous, monsieur. Et ben voilà, et ben Linda, c'est ma sœur. Moi je suis pas un intégriste, monsieur. Et moi je suis un bon blanc, alsacien. C'est pas le problème, c'est pas le problème des gens de couleur, c'est pas le problème des Arabes. L'apparence ça ne veut rien dire, monsieur. Je connais des Arabes. L'apparence ça ne veut rien dire. Je connais des Arabes laïcs, d'accord? C'est quoi la laïcité, monsieur? C'est quoi la laïcité? Sabrina. C'est quoi la laïcité? C'est la séparation de quoi la laïcité, monsieur? Elle, c'est une mauvaise reveux parce qu'elle a un voile. Raciste! Machine raciste! Absolument, monsieur. Je suis contre les intégristes musulmans. Mais moi, je suis contre les amis. Pas intégriste, monsieur. Je suis contre les gens qui refusent de parler aux gens. On voit ce que ça donne, les intégristes. Linda, elle est née à Bobigny. Et alors, quand on envoie, monsieur, quand on envoie effectivement des gens comme ça qui après fait... les gens comme moi, ils sont responsables associatifs et ils aident les gens. Mais regardez-moi dans les yeux. Mais regardez-moi dans les yeux si je suis une intégriste. Mais oui, madame. Regardez-moi dans les yeux. Je suis responsable associatif depuis 17 ans. Depuis 17 ans, j'aide des jeunes de quartier. On ne nous dit pas tout. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire en tube. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. D'accord, donc l'intégriste, je ne suis pas intégriste. D'accord? Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. La laïcité, c'est la séparation de l'Église. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Chacun fait ses différences religieuses. Mais madame, ou votre politiques. religion, vous l'appliquez. Ma religion est personnelle. Je suis chez moi. Je suis chez moi. On n'accepte pas la religion. Pas dans la rue. Leur donner à ces jeunes. C'est la spiritualité, la religion. Parce que encore une fois, nous montrons la faille du système pénitentiaire belge. On prend des gens, on les met dans une cellule, ils peuvent fumer de la drogue, ils peuvent regarder la télévision et puis on les relâche. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs ou bien pires qu'avant qu'ils sont rentrés? Malheureusement, donc il faudrait vraiment... Le pain, ils ont, mais c'est une éducation islamique qu'il leur faut. Pas un emprisonnement qui dure 10 ou 20 ans, c'est inhumain ça. C'est pire que la peine de mort ça. Ces prisonniers souhaiteraient plutôt la peine de mort. Nous on est pour la peine de mort, oui. Je suis pour. On est contre un emprisonnement qui dure 20 ans, 30 ans. C'est inhumain ça. C'est bestial. C'est un crime. Mais comment c'est la loi? La loi, nous on n'a que la loi dans la, c'est tout. Tout le reste, comme le frère l'a dit, elle a une place toute particulière cette loi, c'est à la poubelle. Nous, c'est la charia d'Allah. Et on la trouve dans le Coran et dans la Sunna. Tout le reste, comme je répète, je confirme, la poubelle, la constitution belge, la constitution des Nations Unies, tout ça s'appelle à la mécréance et à l'association. Et nous, c'est qu'Allah qui est le législateur, il n'y a que Allah qui est le hakam.
repos, c'est pas le roi saoudien, c'est pas le roi du Jordanie, c'est pas Mme Moubarak, c'est pas Bouteflika, c'est pas Assad, c'est tous des tawarites, c'est tous des gens qui demandent à être obéis, adorés ou suivis en dehors d'Allah. Et ils agréent avec ça. Et nous on dit non. Nous on dit ces gouverneurs-là, on ne vous suit pas, on ne vous adore pas, on ne vous obéit pas. Nous on adore qu'Allah, on n'obéit qu'Allah, on suit qu'Allah. Et pas Îlot des Repos, et pas le roi du Maroc, et pas le roi de Jordanie. Parce qu'ils ne gouvernent pas avec la charia d'Allah. Le travail qui a été fait, c'est surtout les sœurs. Les sœurs font un énorme travail dans l'ombre. Les sœurs qu'on ne peut pas filmer par leur pudeur, elles sont en train vraiment de travailler énormément. Donc c'est les sœurs qu'on ne voit pas, qui sont en train de faire vraiment un énorme travail. Quelque chose qui n'arrive jamais était en train de m'arriver. À moi. Allah nous demande 4 choses. Pratiquer la prière, payer zakat, interdire le munkar, le blâmable, et promouvoir le convenable. D'accord? Ces 4 choses, c'est ce qu'Allah nous ordonne de faire. D'accord? Donc, Allah nous donne la victoire alors. Et comment tu l'appliques sur le terrain? Mais comme je le fais maintenant, monsieur. Non, mais quand la charia, comment tu vas la faire appliquer? Par exemple, je ne connais pas l'adultère, je suis marié, je ne connais pas l'adultère. Je n'oppresse personne. Je ne prie personne, excusez-moi. Je nourris le pauvre, par exemple. Je dis pas ça par ostentation. Quand Allah m'a donné une loi comme quoi je dois jeûner, je jeûne. Quand Allah me dit fais le ramadan, je fais le ramadan. Quand Allah m'a dit il ne faut pas voler, je ne vole pas. Quand Allah m'a dit il faut prier avant que l'aube naisse, je prie avant. C'est ça la charia d'Allah. C'est toutes ces lois qu'Allah nous a données et on doit se soumettre. Et ceux qui ne se soumettent pas sont orgueilleux, comme le shaitan. Quand Allah il a ordonné de se prosterner devant Adam, il a refusé par orgueil. Pourtant, il était pendant 1000 ans un des meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il refusait de répondre à un acte, à un hukm d'Allah. Mais comment vous pensez que vous pouvez passer le message à la quatrième génération? C'est ce qu'on fait, monsieur. Il y a Internet, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a des télévisions. Il y a des gens, des musulmans blogueurs qui ont des milliers de visiteurs par jour. Ils ont plus d'influence que ces imams ici à Bruxelles, dont le chef ici à l'entreprise. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Oh! Allez, chez les femmes. Mais ce que je voulais... Voyez l'égalité des femmes chez nous. Comment ça marche? En fait, c'est pour vous... Électron libre et non dirigeant d'un groupe terroriste. Par contre, les preuves ne manquent pas qu'il incitait à la haine, notamment contre les juifs, et qu'il poussait les jeunes au djihad. Le voici par exemple prêchant dans la rue contre la démocratie. La démocratie est impure, l'islam est pur. On ne mélange pas les deux. C'est comme si je me faisais mes ablutions avec de l'urine. Donc il est interdit d'aller voter, de rentrer dans les partis politiques. Vous comprenez les frères? Donc voilà, alhamdoulilah. Il a incité à la haine, c'est vrai, mais il a reconnu aussi, et c'est ce point très important à l'audience, qu'il avait été trop loin et qu'il regrettait certains de ses propos. Il se rend compte qu'une certaine attention médiatique à l'époque l'a fait pencher vers certains excès qu'il regrette aujourd'hui. Jean-Louis Denis a déjà purgé 3 ans de prison et ses avocats comptent plaider sa sortie dans les prochaines semaines. Mohamed Chirani, lui, s'est fait connaître du grand public après les attentats du 13 novembre. Ses coups de gueule en direct à la télévision et notamment sur France 24 ont été vus par des millions de personnes. Ma pièce d'identité, je l'embrasse. La République, je l'adore. Les valeurs de liberté, égalité, fraternité, je l'écris comme la majorité de mes concitoyens de confession musulmane qui n'en peuvent plus de cette racaille qui nous a pris en otage. Pour ne plus être pris en otage, mais aussi pour lutter contre l'islamophobie, Mohamed Chirani a décidé de déconstruire le discours du groupe État islamique. Ce qu'on appelle l'islamophobie aujourd'hui majoritaire, c'est une islamophobie d'ignorance. Les gens voient des comportements, des choses se faire au long de la religion. Donc du coup, ils ont peur de l'islam. Sa guerre, Mohamed Chirani l'amène sur Internet en publiant plusieurs fois par mois des vidéos sur l'islam. Est-ce que le but du Coran, c'est de fonder une administration? L'avant-dernier numéro de Daesh justifiait les attentats du 13 novembre sur une base religieuse. Donc ils ont sorti des versets, des hadiths. Donc moi je sors la revue de Daesh, je monte le verset, je dis voilà ce qu'ils disent. Voilà sur quoi ils se fondent. Et j'explique
qu'ils n'ont rien compris. Déconstruire la propagande des fondamentalistes, c'est éviter que des jeunes se radicalisent, mais c'est aussi donner un autre visage de l'islam à ceux qui le connaissent mal, pour qu'un jour le vivre ensemble devienne une réalité et pas simplement un slogan. La polémique autour des prières de rue ravivées par ce qui se passe à Clichy-la-Garenne. Depuis 8 mois, des centaines de fidèles prient tous les vendredis sur la voie publique. En ce moment, des élus manifestent pour alerter le ministre de l'Intérieur. Cette scène se déroule vendredi dernier en plein cœur de Clichy. Des centaines de musulmans prient à même les pavés. Face à eux, une quinzaine d'opposants entonnent la Marseillaise, des pancartes pro-laïques à la main et protestent contre l'occupation de l'espace public depuis 8 mois. Nous sommes dans un pays laïque et puis il n'est pas tolérable de laisser des gens comme ça envahir des places publiques. Ils ont une mosquée qui est à l'autre bout de Clichy, qui est très jolie, qui est très bien, et qu'ils y aillent. Ça n'est pas possible aujourd'hui de troubler l'ordre public d'une ville et ça n'est pas possible et ça n'est pas acceptable. Donc il faut absolument aujourd'hui que l'ordre public revienne à Clichy et que, j'allais dire, ce qui est le vivre ensemble commun, eh bien, soit respecté. Si vous ou moi, demain, on se mettait à faire une manifestation de rue, eh bien, on serait sanctionné immédiatement. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir